Donc nous avons à présent le plaisir d'accueillir notre conférencier de ce matin, M. Driss Benima, président directeur général de la Royal Air Maroc depuis février 2006. M. Benima est ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Palaiseau, où il entre en 1974 comme major étranger. Il est aussi diplômé de l'école des mines de Paris. Après 6 ans comme ingénieur d'exploitation à ciel ouvert dans la mine de Sidi Daoui, il entre à l'office chérifien des phosphates. Il est ensuite administrateur délégué de la Société marocaine d'oxygène et d'acétylène, qui est une filiale du groupe Air Liquide. Il revient ensuite dans le secteur public lorsqu'il est nommé à la tête de l'Office national de l'électricité, où il a notamment contribué à l'électrification rurale et à la garantie de l'autosuffisance en énergie électrique du Maroc. En 1997, feu Sa Majesté Hassan II le nomme ministre des Transports, de la Marine marchande, du Tourisme, de l'Énergie et des Mines. Suivent plusieurs nominations par Sa Majesté le roi Mohamed VI. En 2001, successivement président délégué du comité national chargé de présenter la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2010, puis wali de la région du Grand Casablanca, et en 2004, directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement des provinces et préfectures du Nord. M. Benima a été décoré officier dans l'ordre de Wissam al-Arch. J'espère que je n'écorche pas trop le nom de votre décoration. Mon arabe est vraiment balbutiant. Je vous présente à nouveau nos excuses pour ce petit problème d'emploi du temps et je vous invite à applaudir Monsieur le Président directeur général. Merci Monsieur le Président. Je peux dire que modestement, c'est aussi en tant que président de l'association marocaine des anciens élèves de l'école polytechnique que je suis particulièrement honoré de prendre la parole devant le congrès de la conférence des grandes écoles qui se tient pour la première fois à l'extérieur de la France et dans notre pays. Et je trouve qu'effectivement, ce choix du Maroc est légitime à cause de la proximité des deux pays et qui n'est pas une proximité théorique, virtuelle, mais qui s'exprime à la fois dans l'économie, dans l'usage de la langue, mais aussi dans les parcours individuels. Et je m'excuse de prendre le cas particulier de ma famille, mais ma femme sort aussi des mines de Paris, mon fils a fait HEC, et ma fille est diplômée de l'ENSAE après Normal Sup de Cachan. Donc, je veux dire, c'est des réalités, là, la proximité entre la France et le Maroc, et dans le domaine des grandes écoles, certains sont encore plus proches que d'autres. Mais je voudrais vous parler de notre propre système de formation des ingénieurs et de l'évolution du système des grandes écoles marocaines depuis qu'elles ont été créées il y a plus de 40 ans. Et c'est à travers le prisme de ma fréquentation sur 30 ans de ces grandes écoles, de l'enseignement, de leurs produits aussi, si j'ose appeler ainsi leurs diplômés, que je voudrais partager avec vous modestement quelques remarques et quelques considérations. Et je crois que c'est instructif pour nous, c'est instructif pour éclairer les axes de partenariat et de coopération dont je sais que vous êtes motivés pour les animer, et vous le faites déjà avec nos propres grandes écoles, et peut-être par un phénomène de stéréographie, vous voyez, on regarde les creux, et c'est les creux qui nous montrent des choses en ce qui nous concerne nous-mêmes, peut-être même des considérations utiles pour l'analyse, enfin, disons l'appréciation qu'on peut avoir du système français des grandes écoles, dont je rappelle, et vous le savez très bien, qu'il est assez unique dans le monde, et que probablement le pays aujourd'hui, en dehors de la France, qui a un système qui s'y rapproche le plus, c'est bien le Maroc. Ce qui n'a pas été le cas au démarrage des grandes écoles marocaines. Tout d'abord, comme beaucoup de choses dans notre pays, la décision de fonder le système de formation des ingénieurs sur un système de grandes écoles n'a pas fait l'objet de débats réellement. C'est un certain nombre de facteurs qui font que chaque ministère a décidé de créer son établissement de formation supérieure spécialisé. Premièrement, parce que l'université marocaine, qui elle existait déjà, et sur un modèle tout à fait calqué sur l'université française, ne présentait pas de filière de formation d'ingénieurs. Donc il fallait bien répondre aux besoins du pays en techniciens, disons, supérieurs. Et les ministères chargés du développement chacun de leur secteur industriel ont commencé à créer leurs propres écoles. La seule opposition formelle est venue du syndicat étudiant, l'Union nationale des étudiants du Maroc, qui voyait dans
l'instauration d'un système de grandes écoles, beaucoup d'inconvénients. Je rappelle les facteurs qui motivaient leur opposition étaient le fait qu'il s'agissait d'écoles déconnectées de l'université, sauf paradoxalement la première de notre grande école, l'école Mohammedia, qui dépend de l'université Mohammed V de Rabat. Mais à part cette école, qui a connu beaucoup de problèmes à cause de cette appartenance à l'université. Et en particulier quelque chose que je n'ai pas cité dans mon texte, mais qui était une vérité, que j'ai connue de manière concrète à travers mes collègues sortis de cette école-là, c'était le monopole d'embauche dans les ministères spécialisés par rapport à leur propre établissement. Paradoxalement, l'école Mohammedia a construit sa réputation sur des ingénieurs travaillant dans l'industrie privée marocaine parce que les grands emplois de la fonction publique marocaine leur étaient pas administrativement, pas officiellement, pas légalement interdits, mais de fait. De fait. Donc les grands ingénieurs de l'école Mohammedia, qui ont fait la réputation de cette école, qui probablement aujourd'hui peut être considérée comme notre plus grande école nationale, la plus ancienne, n'est-ce pas? Eh bien, a été obtenue à la force du poignet par leur insertion obligée dans l'économie privée marocaine, n'est-ce pas? Et qui a abouti à un certain nombre de grands patrons marocains sortis de cette école. Donc la seule école dépendant de l'université à son départ, l'école Mohammedia, toutes les autres écoles spécialisées, sectorielles, dépendant d'un ministère. L'Institut national agronomique et vétérinaire, l'Institut national des postes et télécommunications, l'école Hassania des travaux publics, l'école nationale d'industrie minérale, l'école des officiers de la marine marchande et un certain nombre, même l'école des pilotes de ligne, qui est une propriété à grands frais de la Royal Maroc. Nous sommes tout à fait d'accord pour nous délester de cette école auprès de l'université. Voilà. Le deuxième aspect, qui est intéressant à noter lors de la création de ce système, pas de classe préparatoire, pas de concours national commun centralisé. Chaque école recrutée. Alors, je ne crois pas qu'il existe une école qui ait gardé le même système de sélection jusqu'à l'instauration du concours national et des classes préparatoires. Donc on a vécu une vingtaine d'années avec un système où chaque école recrutait comme elle voulait, et elles ont souvent varié. Du recrutement sur dossier, un recrutement sur concours pour bachelier, un recrutement sur dossier et sélection. Tout a été expérimenté. Loin de moi l'idée que ce ne soit pas, que la transparence ait été l'écueil de ce système, mais malheureusement, il prêtait le flanc à ce type d'accusation. Et deuxièmement, il faisait que les bacheliers avaient des choix difficiles à faire parce qu'il était difficile de présenter les dossiers de sélection à un nombre important de concours ou de processus de recrutement. Et là, bien sûr, le National des étudiants du Maroc, progressiste, n'est-ce pas, marqué par une vision, presque plus soviétique des choses, plus socialiste, plus, en tout cas, moins fondé à accepter ce système, considérait que ce système de grandes écoles offrait une inefficacité dans l'orientation des bacheliers, à cause de ce que je viens de dire, une déperdition de ressources par rapport à l'intégration complète de la formation des ingénieurs à l'intérieur de l'université, et par là même une limitation des effectifs d'ingénieurs, donc une déperdition de ressources, encore une fois, pour un pays en voie de développement qui a besoin d'un nombre de plus en plus croissant d'ingénieurs et de techniciens. Mais comme je le disais, c'est la seule voie qui a essayé d'analyser ce qui était en train de se passer et qui a pensé que peut-être il y avait une autre façon de former les ingénieurs. Et je crois qu'on peut dire que jusqu'à la fin, c'est-à-dire que mon intervention est en deux temps. Une partie assez pessimiste, puis une qui devient optimiste à la fin. Mais on peut dire que jusqu'à la fin des années 80, effectivement, beaucoup de difficultés sont apparues.